à travers la surface du Soleil des anomalies, enfin, des protubérances, des explosions absolument formidables, qui montrent qu'en réalité, le milieu où se fait la fusion nucléaire par effet de Fresnel, elle ne doit pas être complètement homogène. Alors là, je crois qu'il faut bien comprendre que ce qui se passe au centre, ces réactions thermonucléaires, de fusion thermonucléaire se passent au centre du Soleil. Les phénomènes que j'ai montrés, où vous avez toutes ces protubérances, c'est finalement ces oscillations gigantesques, sont dus à un champ magnétique qui, lui, est produit par une dynamo qui est vraisemblablement au niveau de cette zone qui sépare la zone convective, où l'énergie est transmise par convection et non plus seulement par rayonnement, et la zone radiative où le Soleil essentiellement se comporte comme une boule de feu radiative qui tourne de façon pratiquement uniforme. Donc l'endroit où se produisent les réactions de fusion thermonucléaire est au centre de cette zone radiative. Il y a sans doute des fluctuations dynamiques qu'on ne connaît pas, parce qu'on n'a pas les moyens encore de bien précisément regarder ce qui se passe au centre. On y arrivera certainement, il y a même des chercheurs au CEA qui pensent qu'ils ont déjà sondé l'intérieur du Soleil, mais ceci est encore à la limite, disons, de la détection indubitable. Donc, à l'endroit où le champ magnétique se produit et où se produisent les manifestations de ce champ magnétique sous l'effet des lignes de force du champ magnétique qui créent ces protubérances et ces filaments et ces éjections de matière coronale, on est loin des réactions de fusion thermonucléaire. Elles sont 600 000 km en dessous, et donc on n'a pas à se préoccuper de cela. Quand on essaye de regarder la fusion, on parle dans un milieu presque homogène. Il y a évidemment une concentration de plus en plus grande en hélium qui est créée par cette fusion de l'hydrogène. C'est ce qui explique que quand tout l'hydrogène a été brûlé, la zone où se produisent les réactions thermonucléaires va se rapprocher de la surface. Et alors là, il se passe des choses, en effet, qui sont assez dramatiques, mais le Soleil n'en est pas à cette période-là. Il est à la moitié de sa durée de vie, 4,5 milliards d'années, et il en a encore à peu près pour 5 ou 6 milliards à continuer. Si on n'est pas cramé avant. Ah ben non, on sera cramé avant, je vous l'ai expliqué, dans 1 milliard d'années. Quand ça sera déjà trop tard. D'autres questions? Je ne peux pas aller jusqu'à vous, le fil est passé long. Alors, levez-vous et parlez fort ou venez au micro. Vous nous avez dit que la sismologie, l'héliosismologie, avait permis de corroborer les modèles de fonctionnement interne du Soleil que nous avions avant. Mais avant l'héliosismologie, comment avions-nous créé ces modèles? À partir de quoi? À partir des conditions physiques du Soleil, on connaissait la masse, on connaissait son diamètre, on avait une idée de sa température de surface, et donc on a, par approximation successive, remonté à ce qui se passait à l'intérieur. Donc on avait un modèle standard qui a été confirmé par les mesures. Ce que je n'ai pas dit, parce que c'est tout à fait récent, c'est qu'en fait, quand on regarde ce modèle standard et le modèle hélioséismologique, dans le détail, ça explique bien la disparition des neutrinos, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, mais on s'aperçoit qu'en fait il y a des grosses différences entre les abondances de l'hydrogène, de l'hélium et d'un certain nombre d'atomes lourds à l'intérieur du Soleil par rapport à ce que le modèle prédit et ce que l'on mesure. Mais ça, je n'en ai pas parlé parce que ça m'aurait entraîné bien au-delà de l'heure que j'ai même un peu dépassé. Ce sont des fluctuations relativement faibles, mais c'est une grosse anomalie qui vient d'être découverte par des mesures de plus en plus précises des abondances des éléments dans le Soleil. Donc là, il y a encore des progrès à faire pour mieux comprendre le modèle observé par rapport au modèle théorique. D'autres questions? Oui, alors vas-y, parle fort. Je voudrais revenir sur le cycle solaire. C'est le 23 qu'on vient de quitter, je crois. Il a duré combien de temps, lui, par rapport aux autres? À peu près 11 ans. Regardez, je ne suis pas vraiment préoccupé parce que ça ne m'empêche pas de dormir, mais je vais vraiment pas regarder tout de suite. C'est pas une question de sommeil. Non, vous avez raison. Ce n'est pas une question de sommeil, mais c'est une question de s'en préoccuper. Mais je pense que... Je crois que c'est le cycle 24 qui a eu du mal à démarrer. C'est ça, oui, le cycle 24 a eu du mal à démarrer. On ne sait pas si ça veut dire que le cycle 23 était plus long ou que le cycle 24 va être plus court, ou je ne sais pas. Enfin, non.
tout cas, il a démarré plus tard et il sera sans doute beaucoup moins intense que le cycle 24, le 23. On sait déjà que le nombre de tâches qui sont présentes sur le soleil est inférieur. Je vous ai montré cette courbe-là, on va la voir tout de suite. Voilà le cycle 23 à gauche, qui s'est terminé, donc qui a commencé au minimum en 1996 et qui s'est terminé à peu près en 2000. Il a été un peu plus long, vous voyez, il s'est terminé en 2008. Oui. Et puis il a eu un mal fou à repartir dans ce minimum. Et vous voyez que les fluctuations prévues sont conformes un peu à ce qu'on ce qu'on observe, c'est-à-dire qu'on aura un nombre de tâches qui sera, au lieu de maximum autour de 120 tâches en moyenne, atteint par le cycle 23, on atteindra peut-être une soixantaine ou quelque chose comme ça de tâches. Bon, ça va dans le bon sens pour le réchauffement climatique, de toute façon. Je vous dis que ça n'a pas d'importance. D'autres questions? Oui, madame? Quand on parlait de réchauffement climatique, je ne me plaçais pas à 1 milliard d'années. Non, mais je voulais simplement dire que dans 1 milliard d'années, effectivement, le réchauffement climatique sera dû au Soleil, tandis qu'aujourd'hui, il n'est vraiment vraisemblablement pas dû au Soleil. Il est plutôt dû aux effets, hélas, de nos activités industrielles. Oui, les volcans aussi. Mais le Pinatubo en 1991 qui a fait varier la température de la Terre d'à peu près 1 degré pendant 1 an et demi. Et puis on est revenu assez vite à une température normale. Oui, à cause des voyages dans l'atmosphère. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est l'émission d'aérosols et de nuages qui ont bloqué la lumière solaire. C'est un gros phénomène, c'est pas négligeable, ça c'est sûr. J'ai cru comprendre qu'on est remonté par rapport au réchauffement climatique jusqu'à 400 000 ans. Oui, monsieur, oui. Mais il me semblait, mais ce sont des notions un peu anciennes, on a eu des concentrations en gaz carbonique il y a 200 ou 300 millions d'années, beaucoup plus importantes, de l'ordre de 3 ou 4%, ce qui n'avait pas empêché. Quel commentaire on peut faire? Les courbes que je vous ai montrées sont des courbes qui sont faites avec des mesures très précises de carottes glaciaires. On peut descendre en dessous, mais la précision devient de plus en plus mauvaise et incertaine. Mais ce que vous dites est exact, c'est que le réchauffement climatique que nous subissons en ce moment est tout petit par rapport à ce que la Terre a subi il y a plusieurs centaines de milliers d'années ou même quelques millions d'années. On a eu des forçages qui atteignent 10 fois le niveau de gaz carbonique que nous avons aujourd'hui dans l'atmosphère, lié essentiellement effectivement à des éruptions volcaniques. C'est le volcan qui crée cette augmentation de la concentration du gaz carbonique dans l'atmosphère. C'est pour ça que le plus grave danger qui nous guette, c'est le volcanisme sur Terre. Voilà. Ouais. D'autres questions? Sinon, oui, alors vas-y. Quelle est la cause, l'explication de ce refroidissement sous Louis XIV? On explique aujourd'hui que c'est les activités humaines. Non. Pourquoi expliquer Louis XIV? Non, monsieur, il ne faut pas confondre les deux choses. Du temps de Louis XIV, ça ne devait pas lui plaire au roi Soleil, mais c'était les Anglais qui mesuraient la température. Les Anglais mesuraient la température en Angleterre, et pas sur la Terre entière. Ils mesuraient la température en Angleterre. Donc, effectivement, il se peut qu'il y ait eu davantage de rayonnement ultraviolet, qui a créé davantage de perturbations dans la couche d'ozone, laquelle a poussé les jet streams et a créé un refroidissement en Angleterre. On a eu le même phénomène cette année et l'année précédente. À un moment donné où la Terre continue à se réchauffer, il fait de plus en plus froid en Europe. C'est un phénomène atmosphérique, c'est pas un phénomène global, c'est un phénomène local. Donc il ne faut pas confondre les phénomènes qui englobent toute la Terre. Les courbes que je vous montre sont des courbes moyennées sur toute la Terre. Mais localement, les variations peuvent être dans un sens ou dans l'autre, plus chaud ou plus froid. Mais là, s'il fait plus froid en Angleterre, il veut dire qu'il fait plus chaud ailleurs, encore plus chaud ailleurs, encore par rapport à la moyenne. Il faut bien se rendre compte que les mesures de température globale, c'est très récent. C'est comme la météorologie, les mesures météorologiques. Si vous regardez
les marges d'incertitude des prévisions météorologiques dans l'hémisphère sud par rapport à ce qu'elles sont dans l'hémisphère nord, il a fallu attendre il y a à peu près 40 ans pour avoir des prévisions météorologiques d'une précision à peu près égale entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud, grâce au fait qu'on faisait des mesures globales avec les satellites artificiels. Ce sont les satellites artificiels qui ont permis d'améliorer la prévision météorologique dans l'hémisphère sud, parce qu'avant, on n'avait que des mesures locales, plus ou moins bien faites. Donc on n'avait pas beaucoup d'informations précises. Mais les glaciers en France et en Savoie, ils se déplacent de 20 km en 400 ans. Là, il y a un livre, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, un grand historien qui a fait justement le microclimat sur Milan. Et qui a vu qu'il y avait des églises qui avaient été écrasées par l'avancée du glacier et qu'aujourd'hui, ces églises écrasées réapparaissent à la surface parce qu'il y a un recul du glacier. Oui, oui, tout à fait. Oui. Donc on devrait avoir des explications sur ces variations locales du climat. Je vous ai dit qu'on a des explications qui sont dues à des phénomènes atmosphériques, de circulation atmosphérique, et au bord de la mer, de la circulation océanique, qui est le chauffage central de la Terre. La circulation océanique à des périodes qui se situent sur des milliers d'années, 100 000 ans à peu près. Il faut à une molécule d'eau pour partir du Groenland et revenir au Groenland. Donc ces fluctuations-là sont extrêmement lentes, mais la circulation océanique est un facteur énorme de modification du climat. Le phénomène El Niño, qui se produit à peu près tous les 2 ans et demi de façon plus ou moins régulière, est une démonstration évidente de cette circulation océanique qui détermine totalement les températures et les conditions climatiques dans les régions de l'Amérique du Sud et d'Afrique, et même les nôtres. Bon, écoutez, je crois qu'on peut remercier notre ami Roger.